Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, le chauffeur de taxi a verrouillé les portes, ne sortez pas ici. Dans 5 minutes, vous comprendrez pourquoi. Il avait l'air effrayé, alors je l'ai écouté. Puis 3 voitures de police nous ont entourés. Ce soir-là, quand j'ai apporté à l'aéroport le portefeuille que mon mari avait oublié à la maison, je pensais simplement faire mon devoir d'épouse attentionnée. En arrivant au terminal à minuit pile, le chauffeur du VTC que j'avais commandé a soudainement verrouillé toutes les portes. D'une voix tendue, il a dit « Ne sortez pas ici. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Je me suis figé et j'ai demandé « Pourquoi, monsieur ?» Il était pâle de peur et a seulement marmonné « Vous comprendrez dans 5 minutes. » Je suis resté silencieuse, essayant de respirer profondément et obéissant à ses paroles, n'imaginant jamais que, 5 minutes plus tard exactement, 3 voitures de police nous encercleraient complètement. Je n'aurais jamais pensé que cette nuit-là finirait par changer toute ma vie. Avant de commencer l'histoire, je vais vous demander quelque chose de très rapide. Appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. De cette façon, nous pourrons continuer à grandir et vous apporter des histoires encore plus intenses. L'horloge murale du salon indiquait minuit et quart. Un silence froid, presque hostile, régnait dans l'immense maison. Zir venait de finir de ranger le bureau de son mari, Draymond, qui avait été laissé en désordre suite aux préparatifs d'un voyage d'affaires prétendument improvisé. Draymond avait dit au revoir à la hâte il y a à peine 1 heure, prétextant un problème urgent avec l'ouverture d'une nouvelle succursale de l'entreprise dans le Nord, et qu'il devait prendre le premier vol au petit matin. Zir, une épouse dévouée qui ne remettait que rarement les choses en question, avait seulement aidé à préparer ses vêtements et ses affaires sans poser trop de questions, car elle lui faisait une confiance aveugle. Pendant 3 ans de mariage, Draymond avait été pour elle le mari parfait, travailleur, gentil et toujours doux dans ses manières. Il semblait incapable de lui faire du mal. Alors que Zir s'apprêtait à éteindre la lumière du bureau, quelque chose de noir attira son attention sous une pile de dossiers dans un coin du bureau. Elle sentit son cœur se serrer lorsqu'elle reconnut l'objet. C'était le portefeuille en cuir de Draymond. Elle le ramassa immédiatement et vérifia à l'intérieur. Sa carte d'identité, sa carte de crédit principale, sa carte de débit et une épaisse liasse de billets s'y trouvaient. Zir devint instantanément nerveuse. Comment était-il possible que Draymond soit parti à l'aéroport sans son portefeuille? Sans pièce d'identité, il ne pourrait pas embarquer. Sans carte ni argent liquide, il aurait des difficultés pendant son voyage. Immédiatement, des images de lui perdu dans le terminal, en colère ou même bloqué à cause de cette maladresse, commencèrent à lui traverser l'esprit. Zir courut dans la chambre pour trouver son téléphone et appela Draymond plusieurs fois. La sonnerie retentit encore et encore, mais personne ne répondit. Elle pensa qu'il était peut-être en voiture en route pour l'aéroport, qu'il avait mis son portable en silencieux ou qu'il parlait à quelqu'un. Cela ne fit qu'augmenter son anxiété. Elle regarda de nouveau l'horloge murale. Il était minuit 20. Le vol de Draymond était prévu pour 2 heures du matin. Il restait encore du temps si elle partait immédiatement. Il vivait à environ 45 minutes de l'aéroport si la circulation était fluide. Zir ne conduisait pas la nuit car elle souffrait d'éblouissement à cause des phares des voitures venant en sens inverse. De plus, le chauffeur de la famille était rentré chez lui au coucher du soleil. Sans réfléchir à 2 fois, elle décida de commander un VTC via une application. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit l'application sur son mobile. Elle devait lui apporter ce portefeuille à tout prix. Elle ne voulait pas que Draymond ait des ennuis pour quelque chose qu'elle pouvait arranger. Après quelques minutes de recherche, l'application indiqua qu'un chauffeur avait accepté la course. Le nom qui apparut à l'écran était Booker. La voiture était une berline noire, et elle était très proche de leur résidence sécurisée. Il arriverait dans environ 5 minutes. Zir mit rapidement son hijab. Elle boutonna un épais manteau pour se protéger de l'air glacial de la nuit et serra le portefeuille de Draymond avec une telle force qu'elle semblait s'accrocher à sa propre vie. 5 minutes plus tard, une berline noire s'arrêta devant le portail. Zir sortit, ferma à clé et descendit dans la rue. Elle ouvrit la portière arrière de la voiture et s'installa sur le siège. La climatisation lui frappa le visage d'un froid artificiel qui contrastait avec le silence de la nuit. Sur le siège avant était assis un homme noir d'âge moyen, aux tempes déjà grisonnantes. Il regarda Zir à peine une seconde dans le rétroviseur. Il avait un regard perçant mais un visage sans expression. Zir le salua poliment.
Elle s'excusa d'avoir demandé une course si tard et expliqua qu'elle devait se rendre au terminal des départs nationaux de l'aéroport. Monsieur Booker hocha simplement la tête sans se retourner et démarra la voiture lentement, laissant derrière lui la zone des maisons de luxe. Un silence étrange régnait à l'intérieur de la voiture. La radio n'était pas allumée. Il n'y avait ni jazz léger, ni cette petite tentative de conversation que beaucoup de chauffeurs font pour briser la glace. Seul le bruit du moteur et le frottement des pneus sur l'asphalte se faisaient entendre. La berline avançait sur l'autoroute presque déserte tandis que les lampadaires baignaient l'intérieur du véhicule d'une faible lumière orangée. Zir continuait de regarder l'écran de son téléphone, espérant que Draymond la rappellerait, mais l'écran restait noir. Elle lui envoya un SMS rapide pour lui dire qu'elle était en route pour l'aéroport afin de lui apporter son portefeuille, mais le message resta non distribué, sans accuser de lecture. Elle pensa que sa batterie était peut-être morte ou que la couverture réseau était mauvaise sur la route de l'aéroport. Elle essaya de se calmer, s'adossa au siège et tenta de réguler sa respiration. Cependant, il y avait quelque chose dans le comportement de Booker qui commençait à la déstabiliser. Zir remarqua que le chauffeur regardait trop fréquemment dans le rétroviseur, vérifiant à la fois ses mouvements et ce qui se passait derrière la voiture. Toutes les quelques minutes, ses yeux croisaient les siens dans le reflet. Cette insistance la mettait mal à l'aise. Elle ajusta son manteau, serra son sac à main où elle avait rangé le portefeuille de Draymond, et sentit une pointe de peur. Soudain, toutes les histoires de crimes commis dans des VTC qu'elle avait lues sur les réseaux sociaux lui revinrent à l'esprit. Elle était une femme seule au milieu de la nuit dans une voiture avec un inconnu sur une autoroute déserte. Elle essaya de chasser ses pensées, récita des prières en silence et se dit que Booker n'était sûrement qu'un homme sérieux, silencieux et fatigué. Pour se distraire, Zir se tourna vers la fenêtre. Les hauts immeubles du centre-ville s'estompaient derrière eux, remplacés par les zones plus sombres et ouvertes typiques de la route menant à l'aéroport. La vitesse de la voiture était constante, ni trop rapide, ni trop lente. Booker conduisait avec une prudence presque exagérée, changeant de voie encore et encore comme pour éviter d'autres véhicules, même s'il n'y avait presque pas de circulation. Une heure plus tard, les lumières intenses de l'aéroport commencèrent à briller au loin. Zir expira, soulagée. Elle vérifia son téléphone. Il était 1 heure exactement. Il restait encore 1 heure avant le décollage du vol de Draymond. Elle était convaincue qu'il serait à la zone d'enregistrement, cherchant nerveusement son portefeuille. Elle imagina son visage soulagé en la voyant arriver avec et sourit, fière d'être une épouse si attentionnée. La voiture entra dans la zone de l'aéroport. Booker semblait se diriger vers la zone habituelle des départs où l'éclairage était vif et où il y avait toujours des gens qui allaient et venaient. Cependant, au lieu de s'arrêter devant le hall principal, il continua à avancer lentement jusqu'au bout de la zone de dépose des passagers. Cette extrémité était presque dans l'obscurité, avec plusieurs lampadaires grillés, et elle était beaucoup plus solitaire. Zir fronça les sourcils. Elle était sur le point de demander au chauffeur de s'arrêter à l'entrée centrale, mais ses mots se figèrent lorsqu'elle vit l'expression de Booker dans le miroir. Le visage de l'homme était tendu, perlé de sueur froide, comme s'il retenait son souffle. La voiture s'arrêta à côté d'une grande colonne de béton qui séparait la zone publique du parking VIP. Il n'y avait personne dehors, pas de porteur, pas d'autres passagers, pas de garde de sécurité visible, seulement l'obscurité et le vent glacial du petit matin. Zir sentit la chair de poule sur sa peau. Son instinct lui hurlait que quelque chose n'allait pas. Elle voulut ouvrir la porte dès que le véhicule s'arrêta complètement pour courir vers l'intérieur illuminé du terminal et trouver Draymond. Elle posa la main sur la poignée et tira, mais la porte ne bougea pas. Elle essaya à nouveau avec plus de force. Rien. Elle essaya d'ouvrir de l'autre côté. Pareil. Les portes étaient verrouillées depuis la commande centrale à côté du siège du conducteur. Une panique brûlante envahit sa poitrine. Elle commença à halter. Elle frappa à la fenêtre pour attirer l'attention de quiconque passerait par là, mais l'endroit restait désert. Entre deux sanglots, elle cria sur Booker, lui demandant pourquoi il avait verrouillé les portes, exigeant qu'il les ouvre immédiatement. Il ne bougea pas. Il agrippait le volant avec une telle force que ses jointures étaient devenues blanches. Il ne se tourna pas pour la regarder à aucun moment. Ses yeux étaient fixés sur le trottoir sombre à côté de la voiture, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose de terrible en sorte. Zir s'effondra en supplication. Elle lui offrit de l'argent, des bijoux, son sac à main, le portefeuille de Draymond, n'importe quoi pourvu qu'il la laisse partir. C'est alors que Booker parla d'une voix profonde,
très sérieuse et différente du début. Vous ne sortirez pas ici, Zir. Je vous l'interdis. S'il vous plaît, croyez-moi. Dit-il sans quitter l'extérieur des yeux. Ces mots, au lieu de la calmer, rendirent sa terreur encore plus profonde. Comment pouvait-elle faire confiance à un homme qui la tenait enfermée dans une voiture au milieu de la nuit devant un aéroport presque désert? Elle s'effondra, pleurant inconsolablement, et demanda entre deux sanglots pourquoi il lui faisait ça. Booker se tourna juste un peu. Ses traits reflétaient une véritable panique, mais une détermination d'acier brillait dans ses yeux. Il lui assura que dans 5 minutes, elle comprendrait tout, et que d'ici là, sa vie dépendait de sa non-désobéissance. Le corps de Zir se mit à trembler de manière incontrôlable. Elle se recroquevilla sur la banquette arrière, serrant son sac à main, incapable de décider si elle devait continuer à crier ou rester immobile pour ne pas provoquer quelque chose de pire. Les secondes se transformèrent en éternité. Zir fixa son regard sur l'horloge numérique du tableau de bord, regardant les minutes avancer au ralenti. 1, 2, 3. Le silence à l'intérieur de la voiture était suffocant, tandis qu'à l'extérieur, l'obscurité semblait cacher un prédateur tapi. Booker continua à surveiller attentivement les rétroviseurs, comme s'il surveillait un ennemi invisible. Quand le compteur passa à la 5e minute, le monde vola en éclats d'un seul coup. De l'avant et de l'arrière, 3 voitures de police surgirent de nulle part, sirènes hurlantes et lumières bleues et rouges illuminant le coin oublié du terminal. Elles encerclèrent la berline et bloquèrent toute sortie. Zir laissa échapper un cri étouffé, convaincu un instant qu'il venait arrêter le chauffeur. Elle sentit une lueur de soulagement. Elle pensa qu'il l'avait sauvée d'un enlèvement. Plusieurs officiers en gilet pare-balles sortirent des voitures, armés de fusils. Ils se déplaçaient avec rapidité et précision militaire. Zir se baissa, craignant qu'une fusillade n'éclate. Elle entendit des ordres criés dans les haut-parleurs, ordonnant à quelqu'un de se coucher et de se rendre immédiatement. Elle ferma les yeux et se boucha les oreilles, souhaitant que tout se termine bientôt. Mais à sa grande surprise, la police ne visa pas la berline de Booker. Ils passèrent juste à côté, contournèrent la grande colonne de béton à côté de la voiture et se jetèrent sur une silhouette qui se cachait dans l'obscurité, exactement à l'endroit où la porte arrière se serait trouvée si Zir avait pu sortir. Elle osa lever un peu la tête. Les officiers maîtrisaient un homme enveloppé dans un épais manteau noir avec une casquette rabattue jusqu'aux sourcils. L'individu tenta de se débattre, mais la différence numérique était écrasante. Ils le jetèrent au sol et lui tordirent les bras derrière le dos pour le menotter. De l'une de ses poches tombèrent un couteau pliant et un mouchoir, apparemment imbibé de liquide. Un officier ramassa le mouchoir avec des gants et le mit dans un sac de preuve. Même depuis la voiture, Zir perçut une odeur chimique pénétrante qui lui fit dresser les poils sur la nuque. Du chloroforme. À ce moment, un autre officier ouvrit la portière du conducteur de la berline de l'extérieur et parla à Booker à travers la vitre d'un ton respectueux, comme s'ils se connaissaient déjà. Il l'informa que la cible avait été arrêtée et que la situation était sous contrôle. Booker hocha la tête, laissant enfin échapper un soupir de soulagement et désactiva le verrouillage central. Le clic de la serrure sonna comme une musique de libération pour Zir. Toujours tremblante, Zir demanda ce qui se passait et pourquoi ils avaient attrapé cet homme. Elle ne comprenait pas pourquoi les officiers n'arrêtaient pas Booker, ni pourquoi ils le traitaient avec courtoisie. Le chauffeur se tourna vers elle calmement pour la première fois. Son expression avait changé. Ce n'était plus celle d'un étranger Mossad, mais de quelqu'un qui la regardait avec affection et respect. Il se présenta à nouveau, mais cette fois non pas comme un simple chauffeur d'application. Il lui dit qu'il s'appelait Booker et qu'il avait été le chef de la sécurité personnelle de son défunt père, Monsieur Langston. Zir resta bouche bée. Elle se souvenait vaguement de ce nom de son enfance, l'homme de confiance qui avait pris sa retraite des années auparavant. Booker expliqua qu'avant de mourir, son père lui avait secrètement demandé de continuer à la protéger de loin, car il avait toujours craint que quelqu'un ne s'approche d'elle par pur intérêt financier. Cette nuit-là même, Booker avait reçu des informations selon lesquelles un plan pour l'enlever avait été mis en place. L'homme qu'il venait d'arrêter était un tueur à gages engagé pour la kidnapper à la porte de l'aéroport. Dès qu'elle aurait posé le pied sur le trottoir, il l'aurait immobilisée avec ce mouchoir imbibé de chloroforme et l'aurait forcée à monter dans un autre véhicule. Zir se couvrit la bouche pour réprimer un cri. L'idée qu'elle avait été à quelques secondes de marcher vers sa propre mort la laissa glacer. Puis, d'une voix brisée, elle demanda, qui pourrait la haïr au point de faire une chose pareille?
Booker ne répondit pas avec des mots. Il leva la main et pointa vers le deuxième étage du bâtiment des départs internationaux, où la façade en verre révélait clairement l'intérieur illuminé. Zir suivit la direction de son doigt et vit une silhouette très familière. C'était Draymond, son mari. Il n'avait cependant pas le visage d'un homme angoissé par la disparition de sa femme, mais une expression déformée par la rage et la frustration. Il jeta violemment son téléphone par terre, et il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Kenyatta, la meilleure amie de Zir, sa compagne inséparable des virées shopping et des événements sociaux. Kenyatta portait une robe rouge flashy et tenait tendrement le bras de Draymond, essayant de le calmer. À leurs pieds se trouvaient 2 grandes valises. Des valises de voyage, pas de travail. Draymond passa son bras autour de la taille de Kenyatta naturellement, avec une intimité qu'il n'aurait jamais eue avec une simple amie. Tous deux regardaient vers la zone des voitures de patrouille avec un mélange de haine et de désespoir dans les yeux, comme si quelqu'un avait ruiné un plan soigneusement élaboré. À cet instant, le monde de Zir s'effondra. Les larmes se remirent à couler, non plus de peur, mais d'une douleur perçante au plus profond de sa poitrine. Là, sous ses yeux, une double trahison se reflétait. L'homme qu'elle aimait et l'ami en qui elle avait confiance avaient conspiré ensemble pour l'éliminer. Le prétendu voyage d'affaires était un mensonge, et le portefeuille oublié n'avait pas été un oubli, mais un leurre pour la forcer à quitter la maison seule à minuit et l'amener directement à cet endroit où le tueur à gages l'attendait. Booker la laissa pleurer un moment en silence jusqu'à ce que ses sanglots se transforment en respiration rauque. Puis il redémarra la voiture et s'éloigna de l'aéroport, cette scène où une partie de Zir était morte pour toujours. Alors qu'il rejoignait l'autoroute, Booker lui demanda d'ouvrir à nouveau le portefeuille de Draymond. Zir obéit avec des mains encore tremblantes. La carte d'identité et les cartes étaient toujours là. En sortant l'argent liquide, elle remarqua quelque chose d'étrange entre les billets. Un papier plié avec grand soin. Ce n'était pas un simple reçu, mais un billet d'avion aller simple pour l'étranger au nom de Draymond et Kenyatta. Derrière le billet, un autre papier était encore plus troublant. Une police d'assurance vie récente au nom de Zir pour un montant équivalent à des centaines de milliers d'euros, avec Draymond comme seul bénéficiaire. Soudain, tout s'éclaira. Il n'avait pas besoin de ce portefeuille car il portait déjà le passeport et les billets qui comptaient vraiment dans sa poche. Il avait laissé le portefeuille express pour la forcer à se rendre à l'aéroport. Si l'enlèvement réussissait, il l'assassinerait. Son corps disparaîtrait et Draymond pourrait la déclarer disparue pour ensuite toucher l'assurance et vivre comme un roi avec Kenyatta dans un autre pays. Zir serra les documents avec rage. Mais à côté de l'horreur, quelque chose de nouveau commença à naître en elle. L'amour aveugle qu'elle avait porté à Draymond pendant ces 3 années fut pulvérisé en quelques secondes, laissant place à une fureur froide et tranchante, très différente des pleurs désespérés. Elle se regarda dans le miroir de courtoisie de la voiture et reconnut à peine la femme qu'elle voyait. Elle n'était plus l'épouse douce et confiante de ce matin. Booker, voyant ce changement dans ses yeux à travers le miroir, comprit que Zir était prête à passer de victime à stratège. Il lui dit que Draymond ne savait pas qu'elle avait tout découvert. Du point de vue de son mari, la seule chose qui s'était produite était que l'enlèvement avait échoué en raison d'une opération de police imprévue. Cette ignorance de Draymond était le plus grand avantage de Zir. Il la croyait toujours naïve, à l'abri de tout soupçon. Booker lui recommanda de rentrer chez elle et de faire comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait jamais mis les pieds à l'aéroport. Ils avaient besoin de temps pour préparer une riposte, protéger les biens de Zir et rassembler des preuves. L'ancienne version d'elle, la femme aveugle et docile, fut enterrée cette nuit-là sur le parking de l'aéroport. Une nouvelle Zir fit surface, prête à se venger avec patience et précision. La berline noire de Booker avançait lentement, comme si elle traversait un pont entre 2 mondes, celui de la naïveté et celui de la lucidité. À l'intérieur de la voiture, le silence revint, mais ce n'était plus le malaise d'avant, mais un calme dense chargé de douleur et de détermination. Zir continuait à serrer son sac à main comme s'il s'agissait d'un gilet de sauvetage au milieu de la tempête qui avait dévasté sa vie en moins d'1 heure. Ses larmes avaient séché, laissant une piqûre rugueuse sur sa peau. Elle regardait l'autoroute illuminée par une triste lumière jaune, tandis que son esprit repassait en boucle tout ce qu'elle avait vu et entendu. Booker, d'une voix sereine et paternelle, considéra que c'était le moment de lui donner du contexte. Il avoua qu'il observait les mouvements de Draymond avec inquiétude depuis 6 mois. Grâce à d'anciens contacts dans la police et la sécurité privée, il avait découvert qu'un jeune homme d'affaires bien connu s'était endetté dans des jeux d'argent illégaux en ligne pour une somme énorme, dépassant 200 000 euros.
Cet homme d'affaires était Draymond. Au début, Booker ne voulait pas le croire, mais les preuves s'accumulaient. Il y avait des rapports sur la mise en gage discrète de petites propriétés sans en informer Zir. Le comportement de Draymond était devenu plus hermétique, plus nerveux. Zir se souvint, la gorge nouée, de toutes les fois où il s'était plaint de projets bloqués ou de clients défaillants pour justifier le besoin de signer des documents urgents avec elle et de retirer de l'argent du compte joint. Maintenant, elle comprenait que ce n'était pas l'entreprise qui dévorait cet argent, mais le jeu. Elle se sentit maladroitement coupable, comme si elle avait failli à l'héritage de son père, qui lui avait laissé l'entreprise et les propriétés à gérer. Elle avait permis à un loup déguisé en agneau de dormir à ses côtés chaque nuit, dévorant peu à peu son avenir. Booker lui demanda alors de vérifier à nouveau le portefeuille avec plus d'attention. Zir glissa ses doigts dans un compartiment si étroit qu'il était à peine perceptible derrière les fentes pour cartes. Elle y trouva un papier très plié, une procuration transférant le titre de la maison principale et un domaine de valeur dans le centre-ville de son nom à celui de Draymond. La signature qui apparaissait en bas était celle de Zir, ou du moins elle y ressemblait. Elle sut immédiatement qu'elle n'avait jamais signé ce document. Booker expliqua que Draymond avait probablement falsifié sa signature ou glissé ce papier parmi d'autres documents quand elle était fatiguée ou distraite. Le plan était si méticuleux que c'en était effrayant. Si l'enlèvement réussissait et que Zir disparaissait, Draymond utiliserait cette procuration immédiatement avant que la nouvelle ne soit rendue publique et garderait légalement tout. Zir froissa le papier avec rage. Il ne restait plus une once d'affection dans sa poitrine. Elle se souvint du doux sourire de Draymond en lui disant au revoir cette nuit-là, pensant que dans quelques heures, elle serait morte. Elle se jura de ne plus jamais se laisser berner de la sorte. Elle regarda son propre reflet dans la vitre de la voiture et décida que la femme faible qu'elle avait été jusqu'alors s'arrêtait là. En l'honneur de la mémoire de son père, et par respect pour elle-même, elle ne permettrait pas à Draymond et Kenyatta de gagner un pouce de plus. Booker, voyant cette résolution, commença à esquisser un plan. La première chose était de rentrer à la maison avant que Draymond ne revienne frustré de l'aéroport. L'histoire officielle devait être très simple. Zir avait trouvé le portefeuille à la maison dans un endroit plausible, pour que Draymond croie qu'elle n'avait pas mis un pied dehors. Le trajet du retour parut plus court que celui de l'aller. Les rues d'Atlanta étaient presque vides à 2 heures du matin, un cadre parfait pour que Zir puisse mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle essuya les restes de larmes, arrangea son hijab dans le petit miroir et s'entraîna à sourire. Au début, le geste semblait dur et artificiel, mais en essayant à plusieurs reprises, elle réussit à retrouver l'expression douce que Draymond connaissait. Elle devrait devenir la meilleure actrice de sa propre vie, non pas à la recherche d'un prix, mais pour sauver son destin. En arrivant à la résidence sécurisée, Booker éteignit les phares de la voiture pour ne pas attirer l'attention du gardien ou des voisins. Il la déposa quelques mètres avant la porte pour que le bruit du moteur ne trahisse rien. Avant que Zir ne sorte, Booker lui tendit un petit appareil de la taille d'un bouton. C'était un micro-espion de haute technologie. Il lui demanda de le cacher dans un endroit que Draymond utilisait quotidiennement pour parler ou travailler, mais où il ne serait pas facile à détecter. Zir le serra dans son poing avec détermination. Elle sortit de la voiture et se glissa jusqu'à la porte de sa propre maison comme si elle était une intruse en territoire ennemi. Elle ouvrit la serrure avec un soin extrême pour qu'elle ne grince pas. L'intérieur était sombre et silencieux, imprégné de l'odeur de désodorisant à la lavande qui l'avait réconforté les autres nuits et qui lui semblait maintenant suffocante. Chaque coin lui rappelait des scènes d'une vie qui venait de se révéler être un mensonge. Le canapé où ils regardaient des films, la table où ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, tout semblait soudain être un décor de théâtre. Elle referma à clé de l'intérieur pour que rien n'attire l'attention lorsque Draymond reviendrait. Son premier arrêt fut la salle de bain. Elle se lava le visage à plusieurs reprises à l'eau froide, essayant d'effacer la trace de larmes et de panique de ses traits. Elle se regarda longuement dans le miroir du lavabo. Elle voyait toujours la même femme que d'habitude, mais avec une autre âme dans les yeux. Il n'y avait plus de naïveté, mais une nouvelle dureté lucide. Elle se chuchota qu'elle pouvait le faire, qu'elle n'était pas une victime sans défense, mais la fille d'un homme fort qui n'abandonnait jamais. Quand elle se sentit assez sereine, elle commença à mettre en scène. Zir emporta le portefeuille de Draymond dans le salon et réfléchit à l'endroit le plus logique pour le trouver. Il ne devait pas être caché dans un endroit impossible, mais pas non plus si visible qu'il ait l'air d'avoir été placé exprès. Après quelques secondes de réflexion, elle décida de le laisser à moitié coincé dans la fente entre le coussin du canapé et la coudoir,
exactement comme il aurait pu tomber de la poche de Draymond lorsqu'il s'était assis pour la dernière fois pour mettre ses chaussures. L'endroit était parfait. Puis elle s'assit sur ce même canapé, alluma la télévision à très bas volume, laissa un magazine entre ses mains et s'installa comme si elle lisait jusqu'à s'endormir. L'horloge sonna 3 heures quand elle entendit un moteur de voiture approcher et s'arrêter devant la maison. Elle se força à fermer les yeux et à respirer lentement et régulièrement, imitant le sommeil. Elle entendit la clé tourner brusquement dans la serrure et la porte s'ouvrir en trombe. Draymond entra, haletant, la cravate desserrée, le visage en sueur et l'expression altérée. Ce n'était cependant pas la sueur de quelqu'un qui rentrait épuisé par la circulation, mais de quelqu'un qui a vu un plan criminel sombrer sous ses yeux. Il appela Zir à voix haute. Elle fit semblant d'être surprise, laissa tomber le magazine et se redressa avec un bâillement exagéré. Elle cligna des yeux plusieurs fois comme si elle était désorientée et lui demanda ce qu'il faisait là alors qu'il était censé être dans l'avion. Sa performance était impeccable. Draymond resta paralysé une seconde, la voyant si calme sur le canapé. Puis il reprit contenance et commença à déployer ses mensonges habituels. D'une voix affligée, il dit que sur l'autoroute menant à l'aéroport, il s'était rendu compte qu'il avait perdu son portefeuille. Il avait paniqué, expliqua-t-il, et avait décidé de revenir car il ne pouvait pas prendre l'avion sans pièce d'identité. Il ajouta qu'il y avait eu un accident de camion et que la circulation s'était effondrée, justifiant ainsi son arrivée si tardive. Zir l'écouta avec un visage inquiet, hochant la tête, bien qu'à l'intérieur, son sang bouillait. Elle savait parfaitement où il avait vraiment été et avec qui. Elle se leva, le prit par le bras avec douceur et commenta qu'elle avait aussi eu peur car elle n'avait pas pu communiquer avec lui. Avec beaucoup de naturel, elle montra le canapé. Elle lui dit qu'en se réveillant, elle avait remarqué quelque chose de dur dans la fente du siège, et qu'en regardant, elle avait vu le portefeuille qui dépassait. Suivant la direction qu'elle indiquait avec sa main, Draymond vit le bord du cuir qui dépassait entre les coussins. Ses traits changèrent immédiatement. D'abord un immense soulagement, puis la stupéfaction. Il se jeta sur le portefeuille et vérifia rapidement son contenu. Tout était là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Zir avait déjà photographié le billet et la police d'assurance dans la voiture de Booker pour conserver les preuves. Draymond la serra dans ses bras avec enthousiasme, la combla de remerciements et la qualifia de porte-bonheur. Dans cette étreinte, Zir sentit autre chose. Un parfum féminin qui n'était pas le sien. Un parfum doux et cher qu'elle reconnut instantanément comme étant celui de Kenyatta. Son estomac se retourna, mais elle ne s'écarta pas. Elle lui chuchota d'aller prendre une douche chaude et de se reposer car l'embouteillage avait sans doute été épuisant. Draymond accepta le conseil et monta les escaliers vers la chambre principale. Dès qu'il disparut de sa vue, Zir se souvint du petit microphone qu'elle serrait toujours dans sa main. C'était le moment parfait. Prétextant qu'elle allait préparer une serviette propre, elle monta après lui. Elle entendit l'eau couler dans la salle de bain. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le costume de Draymond était jeté sur le lit, mais Zir eut une pensée plus pratique. Le costume pouvait changer tous les jours. Il leur fallait un objet qui l'accompagnait toujours. Ses yeux s'arrêtèrent sur la mallette en cuir qu'il adorait, un cadeau de sa part pour son anniversaire qu'il ne quittait jamais. Elle ouvrit une petite poche intérieure de la mallette, normalement destinée aux pièces de monnaie ou aux clés, et plaça le microphone dans le coin le plus profond, en appuyant avec son doigt pour s'assurer qu'il restait bien fixé et caché. Elle referma la fermeture éclair juste au moment où la porte de la salle de bain s'ouvrit. Draymond sortit avec seulement une serviette autour de la taille. Zir se tourna avec un sourire tendre et lui tendit les vêtements propres qu'elle avait préparés, aussi serviables que toujours. Il l'embrassa sur le front sans imaginer qu'à partir de ce moment, chaque conversation importante qu'il aurait avec cette mallette à proximité serait enregistrée. Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit, mais avec leurs âmes aux pôles opposés. Draymond tomba dans un sommeil profond, convaincu que son plan raté était passé sans laisser de traces et planifiant peut-être une nouvelle stratégie avec Kenyatta. Zir, en revanche, resta éveillée, fixant le plafond de la chambre. Elle portait des écouteurs discrets connectés à l'application du micro-espion sur son mobile. Elle savait qu'un homme comme Draymond ne tarderait pas à contacter sa complice. Juste avant l'aube, elle fit semblant de se lever pour boire de l'eau et se rendit à la cuisine, le téléphone à la main. Dans l'application, elle vit que l'appareil était actif et captait du son à l'intérieur de la mallette. Elle entendit le bruit de la circulation, puis la sonnerie d'une autre ligne. Draymond utilisait un téléphone prépayé caché dans la mallette pour appeler quelqu'un.
Dès qu'une voix féminine répondit à l'autre bout du fil, Zir sentit un frisson. C'était Kenyatta. La conversation qui suivit fut tout sauf romantique. Il n'y eut pas de mots doux, mais des insultes, des reproches et de la panique. Draymond maudit la police et l'opération qui avait ruiné son plan à l'aéroport. Il cria que le délai pour payer ses dettes de jeu expirait le lendemain et qu'il devait plus de 200 000 €. S'il ne payait pas, les voyous travaillant pour l'usurier viendraient à sa maison et à son bureau, ruinant sa réputation et l'envoyant peut-être en prison. Kenyatta, aussi nerveuse que lui, mais plus calculatrice, lui rappela le plan alternatif, le vieil entrepôt hérité du père de Zir, où il croyait que des lingots d'or et des titres de propriété non encore enregistrés étaient conservés. Le problème était le même que toujours. Seul Zir connaissait le code du coffre-fort qui, selon les rumeurs, s'y trouvait. Kenyatta insista pour que Draymond obtienne la combinaison de n'importe quelle manière, en la trompant, en la pressant ou en profitant d'une faiblesse. Il accepta l'idée et dit que cet après-midi même, il rentrerait à la maison chargé de cadeaux pour l'amadouer. Entendre tout cela fut le coup de pouce final dont Zir avait besoin. Elle raccrocha et, sans perdre de temps, appela Booker. Une demi-heure plus tard, la berline noire était de nouveau devant sa porte. Zir monta dans la voiture avec un sac à dos dans lequel elle transportait des documents importants qu'elle avait pris d'un petit coffre-fort dans sa chambre. Elle était pâle, mais ses yeux brûlaient d'un mélange de douleur et de fermeté. Elle raconta à Booker chaque détail de l'appel. Il l'écouta en silence puis lui dit que la première étape était de protéger son argent et ses biens avant que Draymond ne fasse un geste désespéré. Ensemble, ils se rendirent à la banque et chez l'avocat de confiance de son père. À la banque, Zir transféra la plupart de l'argent du compte joint vers un nouveau compte à son nom et bloqua les cartes supplémentaires que Draymond utilisait, prétextant que le portefeuille avait été perdu et qu'elle devait les annuler par sécurité. Au bureau de l'avocat, elle signa un document de protection des biens qui rendrait énormément difficile toute tentative de disposer de ses propriétés sans sa présence. Booker resta à ses côtés, agissant comme un père de substitution, l'accompagnant dans chaque procédure. Vers midi, Zir se sentit un peu plus forte. Elle venait de fermer au moins l'une des principales avenues par lesquelles Draymond se soutenait financièrement. Le même après-midi, Draymond mit sa menace à exécution. Il rentra tôt à la maison avec un énorme bouquet de roses rouges et un petit paquet de pharmacie. Zir le reçut avec un sourire étonnamment convaincant, paraissant flatté par le geste. Il lui tendit les fleurs, l'embrassa sur la joue et lui donna le paquet, expliquant qu'il s'agissait d'un complément de vitamines importé, très cher, qu'il avait acheté juste pour elle parce qu'il l'avait trouvée fatiguée et pâle ces derniers temps. « Je m'inquiète pour ta santé. » dit-il de sa meilleure voix de mari attentionné. Zir tint le flacon dans ses mains, sentant une pointe d'alarme. Lorsque Draymond alla à la salle de bain pour se rafraîchir, elle l'ouvrit avec prudence. Le seau semblait avoir été altéré et mal recollé. Elle vida une capsule dans sa paume. Son apparence ne correspondait pas à celle de vitamines ordinaires et elle avait une fine poudre blanche à la surface. Pendant le dîner, Draymond insista plusieurs fois pour qu'elle prenne une capsule devant lui. Il la regardait avec une intensité effrayante, comme s'il s'attendait à un effet immédiat. Zir, avec ruse, se leva de table en disant qu'elle allait chercher un verre d'eau. Dans la cuisine, elle jeta la capsule dans l'évier et mit un bonbon à l'amande de taille similaire dans sa bouche. Elle retourna à table, le plaça sur sa langue et l'avala sous les yeux de Draymond. Il sourit, satisfait, croyant avoir fait le premier pas pour l'empoisonner petit à petit. Dans les jours qui suivirent, Zir continua de se débarrasser du contenu du flacon dans les toilettes, ne laissant que le récipient vide, pour donner l'impression qu'elle le prenait avec discipline. La guerre secrète avait commencé et tout faux pas pouvait lui coûter la vie. 3 jours après cette tentative d'empoisonnement, Draymond commençait à perdre pied. Il s'attendait à voir Zir tomber malade, montrer des signes de vertige ou de faiblesse qui faciliteraient ses plans. Mais ce qu'il vit fut tout le contraire. Elle se levait tôt, faisait des étirements dans le jardin, cuisinait des repas sains, souriait et lui disait au revoir avec des mots gentils. Cela le rendit encore plus nerveux. Alors que les créanciers du jeu continuaient de harceler son téléphone avec des menaces de plus en plus explicites, Zir, voyant que la pression sur lui augmentait, décida que le moment était venu de passer à la contre-attaque psychologique. Elle devait le pousser à commettre des erreurs qui l'incrimineraient encore plus. Elle l'appela au bureau en milieu de matinée d'un ton joyeux. Elle lui dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle voulait célébrer le fait qu'il soit plus calme après la frayeur du portefeuille perdu et le remercier aussi pour son travail acharné. Elle prévoyait d'organiser un dîner spécial à la maison.
En guise de cerise sur le gâteau, elle avoua que sa meilleure amie, Kenyatta, lui manquait, qu'elle n'avait pas vue depuis un moment, et lui demanda s'il pensait que c'était une bonne idée de l'inviter aussi. À l'autre bout du fil, il y eut un bref silence. Draymond a dû débattre entre le risque et l'opportunité. Avoir sa maîtresse et sa femme sous le même toit était dangereux, mais cela pouvait aussi servir à les manipuler toutes les deux ensemble. Finalement, il accepta avec un enthousiasme fin sans se douter qu'il venait de tomber droit dans le piège. Ce soir-là, Zir dressa la table avec un soin presque cérémoniel. Elle alluma des bougies parfumées, sortit la plus belle vaisselle et plaça au centre des plats de viande de choix et des accompagnements soigneusement préparés. Elle portait une modeste robe bordeaux, élégante et sobre, et s'était maquillée juste assez pour mettre en valeur des traits désormais plus fermes. À 20 heures précises, la sonnette retentit. Draymond ouvrit la porte à Kenyatta, qui apparut dans une robe moulante marquant chaque courbe, créant une nette différence avec la discrétion de Zir. Elle sourit et apporta un cadeau à la main. Elle salua Zir avec des baisers sur les deux joues avec cette fausse affection qu'elle avait toujours utilisée. Et Zir lui rendit l'étreinte, ayant l'impression d'étreindre un serpent. Le dîner commença par des blagues légères et des commentaires triviaux. Draymond et Kenyatta se lançaient des regards chargés de messages que Zir faisait semblant de ne pas remarquer. Elle se concentra sur le service, le remplissage des verres et le maintien de l'atmosphère apparemment cordiale. Au milieu du cliquetis des couverts, Zir décida de déplacer les pièces. Elle posa lentement son couteau et sa fourchette sur l'assiette, s'essuya les lèvres avec la serviette et, d'une voix plus basse, dit que la nuit précédente, elle avait fait un rêve très étrange. Draymond, la bouche pleine, lui demanda ce qu'elle avait rêvé. Zir sourit d'un air énigmatique. Elle raconta que dans le rêve, il y avait une femme riche avec un mari charmant et une amie très proche, mais que secrètement, ce mari et cette amie conspiraient pour l'assassiner pour son héritage. Les détails, ajouta-t-elle, étaient si précis qu'ils glaçaient le sang. Elle parla d'un faux voyage d'affaires, d'un tueur à gages avec du chloroforme à la porte d'un aéroport, de vitamines frelatées. Le visage de Kenyatta perdit toute couleur. Sa fourchette lui glissa des mains et tomba bruyamment contre l'assiette. Draymond s'étouffa avec un morceau de viande et se mit à tousser désespérément, buvant de l'eau à grandes gorgées. L'air dans la pièce devint épais. Les deux se regardèrent de côté, essayant de deviner ce que Zir savait. Elle, après une pause calculée, laissa échapper un léger rire et dit que heureusement, ce n'était qu'un rêve, car il était impossible qu'un mari aussi aimant que Draymond et une amie aussi bonne que Kenyatta fassent quelque chose d'aussi monstrueux. Ces mots, doux dans la forme, coupaient comme un scalpel. Avant qu'il ne puisse reprendre le contrôle, Zir lança le coup de grâce. Elle dit que ce rêve l'avait fait beaucoup réfléchir à la mort et que, poussée par une sorte d'illumination spirituelle, elle était allée ce jour-là même chez l'avocat. Elle commenta avec un geste serein qu'elle avait complètement modifié son testament. Elle expliqua que si elle mourait subitement ou dans des circonstances douteuses avant l'âge de 60 ans, 100% de ses biens, y compris la maison, les terrains, les comptes bancaires, les actions et le contenu du coffre-fort familial, seraient automatiquement donnés à une fondation pour les orphelinats et à une association caritative contre le cancer. Ni son mari ni aucun autre parent ne recevrait un seul euro. Elle justifia sa décision en disant que Draymond était un homme capable qui pouvait gagner sa vie par lui-même sans dépendre d'un héritage. La pièce fut plongée dans un silence brutal. Draymond se raidit, fixant le vide comme si quelqu'un venait de lui arracher le sol sous les pieds. Kenyatta ouvrit la bouche mais ne trouva pas de mots. Tout l'effort pour éliminer Zir et garder son argent avait été neutralisé en un instant. La tuer n'avait plus de sens. Si elle mourait, ils n'auraient rien à hériter au-delà de leurs propres dettes. Zir les regarda, pencha la tête et, avec un sourire doucement venimeux, demanda s'il voyait quelque chose de mal à sa décision, si peut-être ce n'était pas digne de destiner l'argent à la charité. Draymond balbutia que c'était une réaction exagérée, et qu'elle devait penser à l'avenir de la famille. Zir l'interrompit avec une politesse ferme, insistant sur le fait qu'elle le faisait précisément en pensant à son avenir spirituel. Elle termina son morceau de viande comme si de rien n'était, tandis qu'en face d'elle, deux âmes avides s'effondraient dans un désespoir silencieux. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que dans un coin de la salle à manger, une petite lumière d'une caméra cachée installée par Booker clignotait, enregistrant chaque geste, chaque regard de panique. Ce dîner fut la première pièce d'un dossier de preuves qui démantèlerait complètement la version de Draymond et Kenyatta au tribunal. Cette même nuit, incapables de dormir, Draymond et Kenyatta se réfugièrent dans le petit appartement qu'elle avait dans une autre partie de la ville, leur cachette secrète,
qui était maintenant devenu un abri de panique. Le téléphone de Draymond n'arrêtait pas de vibrer avec des appels et des messages de numéros étrangers chargés de menaces et de photos déplaisantes. Les bookmakers n'allaient plus attendre. Draymond faisait les 100 pas, débraillé, hagard, de plus en plus au bord de l'effondrement. Il savait qu'avec le Nouveau Testament, Tuésir serait inutile. Obtenir l'héritage par la voie rapide était exclu. Kenyatta, fumant nerveusement sur le canapé, le blâmait pour tout. Elle lui rejeta la responsabilité de ne pas avoir contrôlé sa femme et de lui avoir permis de changer le testament. Ils se disputèrent, criant des insultes de plus en plus cruelles. Cependant, plus l'horloge avançait, plus ils voyaient clairement qu'ils avaient besoin d'argent immédiatement. S'ils ne pouvaient pas éliminer Zir, ils n'avaient que l'option de la briser. Draymond décida de donner une nouvelle tournure à la violence. Il comploterait un enlèvement domestique. Il engagerait 3 voyous pour entrer dans la maison, attacher Zir et la torturer physiquement et psychologiquement jusqu'à ce que, affaiblie, elle signe une révocation du testament et plusieurs procurations pour le transfert de biens. Il n'était plus intéressé à prétendre être le mari parfait. Sa vie était en jeu et le masque tombait. Le lendemain, Draymond ne rentra pas à la maison. Il envoya un SMS disant qu'un audit urgent était survenu à l'entreprise et qu'il devrait y rester dormir. En réalité, il rencontra 3 criminels costauds dans un café en périphérie de la ville. Il leur promit une bonne paie s'ils parvenaient à obtenir les signatures nécessaires de Zir. Quand le soleil commença à se coucher et que le ciel mourut orange, Draymond, Kenyatta et les voyous montèrent dans une camionnette aux vitres teintées en direction de la maison de Zir. De l'extérieur, la résidence était silencieuse. Il n'y avait pas de lumières allumées à l'entrée. Quelque chose d'étrange car Zir allumait habituellement la lumière du Porsche avant la tombée de la nuit. Sa voiture était toujours dans le garage, ce qui signifiait en théorie qu'elle était à l'intérieur. Draymond ouvrit le portail avec une clé de rechange et marcha le cœur battant. Il fit signe aux voyous de se préparer. Il mit la clé dans la serrure de la porte principale et la tourna soigneusement. La porte s'ouvrit sans résistance. Ils entrèrent comme une vague au rez-de-chaussée, prêts à maîtriser quiconque ils trouveraient. Les voyous vérifièrent le salon, la cuisine et les chambres d'amis. Draymond et Kenyatta coururent jusqu'à la chambre principale où Zir se reposait habituellement quand elle était à la maison. Draymond défonça la porte et cria son nom d'un ton menaçant. La chambre était vide. Le lit impeccablement fait, le placard intact. Il commença à vérifier la salle de bain, le bureau, chaque recoin de l'étage supérieur. Rien. La maison semblait abandonnée. Terrifié par la possibilité que Zir ait réussi à s'échapper, Draymond redescendit dans le salon. Les voyous confirmèrent qu'il n'y avait personne dans toute la maison. Dans un accès de rage, il donna un coup de pied dans une table basse en verre, brisant un vase en 1000 morceaux. Puis, un son doux brisa le silence. Un ordinateur portable posé sur la table centrale s'était allumé, avait émis une notification et l'écran s'était soudainement illuminé. Draymond, Kenyatta et les voyous s'approchèrent avec méfiance. Sur l'écran, un appel vidéo entrant commença à jouer automatiquement. Le visage de Zir apparut clairement. Elle était assise dans une pièce inconnue, portant un hijab noir et une expression sereine, presque froide. Draymond se pencha vers l'écran et cria, exigeant de savoir où elle était et lui ordonnant de rentrer à la maison. Zir ne s'y a pas. Elle salua Draymond, Kenyatta et, sans hésiter, salua aussi les invités qu'ils avaient amenés, démontrant qu'elle savait parfaitement qu'ils n'étaient pas seuls. Puis elle pointa du doigt une petite marque dans le coin de l'écran, l'icône de la diffusion en direct, et un compteur de spectateurs qui n'arrêtait pas d'augmenter. Elle leur expliqua que des caméras cachées placées dans toute la maison diffusaient en temps réel sur un serveur privé auquel son avocat et certains contacts de la police avaient accès. Si elle appuyait sur un bouton de son mobile, tout le contenu et l'emplacement seraient immédiatement envoyés aux autorités. Draymond pâlit. Zir n'avait pas encore alerté la police. Elle leur donnait une dernière chance de l'écouter. Calmement, elle leur dit qu'elle savait qu'ils étaient venus pour son argent et qu'elle savait que Draymond était harcelé pour ses dettes de jeu. Elle reconnut qu'elle était consciente de l'urgence, mais ajouta qu'elle n'avait pas l'intention de l'aider de la manière qu'il voulait. Pourtant, elle assura qu'elle n'était pas si cruelle que de le laisser se faire tuer pour un défaut de paiement. Elle avoua que le testament existait vraiment, comme elle le leur avait dit, et que les principaux biens étaient déjà protégés. Mais elle révéla aussi qu'elle avait des capitaux liquides non enregistrés dans le testament. Un héritage de son père sous forme d'espèces et d'or conservé dans un endroit secret,
suffisant pour couvrir la dette et plus encore. Les yeux de Draymond et Kenyatta brillèrent de convoitise. Ils demandèrent où était cet argent, promettant de disparaître à jamais de la vie de Zir une fois qu'il l'aurait. Elle décrivit un vieil entrepôt textile appartenant à sa famille dans une zone industrielle abandonnée, un endroit que presque personne ne visitait. Elle raconta que dans le fond, sous le sol en béton où se trouvait autrefois la machine numéro 7, il y avait un coffre-fort enterré. Elle leur donna la combinaison basée sur leur date de mariage inversée. C'était une histoire si détaillée et plausible qu'elle dissipa les dernières réserves de Draymond. Il se souvint de cet entrepôt. Il y était allé une fois au début du mariage et savait qu'il était parfait pour cacher quelque chose. Sans plus réfléchir, Draymond ordonna aux voyous de l'accompagner à l'entrepôt. Il avait besoin de leur force pour briser le sol et porter la boîte. Il referma brutalement l'ordinateur portable, coupant l'appel, convaincu que la fortune était à portée de main. La camionnette démarra et fila vers la zone industrielle, Kenyatta indiquant les itinéraires les plus rapides sur son téléphone. Aucun d'eux ne remarqua la voiture qui suivait à distance. La berline de Booker, avec lui au volant et Zir à ses côtés, observant le point rouge sur le GPS marquant l'emplacement du véhicule de Draymond. Après 45 minutes sur des routes de plus en plus détériorées, ils arrivèrent à l'avenue où s'alignaient de vieux entrepôts rouillés. L'entrepôt de la famille de Zir se trouvait au bout, avec la façade qui s'écaillait et une clôture vaincue par la rouille. Draymond défonça la clôture avec la camionnette jusqu'à ce qu'il arrache la chaîne. Ils entrèrent dans la cour couverte de boue sèche et de mauvaises herbes, prirent des pelles, des pioches et un pied de biche dans le coffre et forcèrent la porte de l'entrepôt, qui s'ouvrit avec un grincement aigu. Une odeur de poussière, d'humidité et d'excréments d'animaux leur frappa le nez. Seule la lumière de la lampe de poche que Kenyatta tenait brisait l'obscurité. Guidés par les instructions de Zir, ils s'avancèrent vers le fond, où se dressait une vieille machine en métal couverte de rouille, arrêtée depuis des années. Draymond montra le sol en ciment sous la machine et ordonna aux voyous de commencer à frapper la surface avec le pied de biche et les masses. Le vacarme métallique résonna dans tout le bâtiment. Pendant près d'une heure, ils travaillèrent sans relâche, fissurant le béton et déplaçant les morceaux jusqu'à ce que l'une des pelles heurte quelque chose de solide. Draymond leur ordonna de s'arrêter et approcha la lampe de poche. Sous une couche de terre apparut le dessus d'un coffre-fort en métal de taille moyenne. Entre sueur et halètement, ils soulevèrent la boîte et la posèrent sur le sol fissuré. Draymond s'essuya les mains du mieux qu'il put, s'approcha de la serrure à combinaison et commença à tourner la molette avec des doigts tremblants, en suivant les chiffres que Zir lui avait donnés. Un léger clic se fit entendre. La serrure céda. Kenyatta se précipita pour se tenir à côté de lui, retenant son souffle. Les voyous s'approchèrent également, essayant de voir l'intérieur. Draymond ouvrit la boîte, soudainement, s'attendant à une pluie d'éclats dorés. À l'intérieur, il n'y avait ni lingots ni liasses d'euros, seulement des piles de papier, de vieux dossiers et plusieurs grandes photographies. Confus, Draymond commença à fouiller nerveusement, espérant trouver les billets sous ce désordre. Ce qu'il trouva, ce furent des copies de ses documents de dette de jeu avec toutes les données de transaction. Il y avait aussi des reçus de virement d'argent du compte de Zir vers le sien et celui de Kenyatta au cours des 2 dernières années. Et comme si cela ne suffisait pas, les photos montraient Draymond et Kenyatta entrant dans des hôtels, dînant ensemble et s'embrassant à l'aéroport. Au sommet de tout, une enveloppe blanche avec une écriture parfaitement reconnaissable, Zir. Sur la couverture, il était écrit « Un cadeau pour les traîtres ». Draymond ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Sur la feuille, à peine une phrase. « Le trésor que vous cherchez n'est pas ici. Ce qu'il y a dans cette boîte, c'est la preuve de tout ce que vous avez fait. Profitez-en. La police est en route. » Juste à ce moment, un puissant faisceau de lumière inonda l'intérieur de l'entrepôt à travers les vitres brisées et les fissures de la porte. Les sirènes de police se mirent à hurler à quelques mètres de là. Plusieurs haut-parleurs crièrent des ordres clairs indiquant que le bâtiment était encerclé et que personne ne devait bouger. Draymond laissa tomber le papier, sentant ses jambes flageoler. Kenyatta se mit à crier et à le frapper à la poitrine, le traitant d'idiot. Les voyous tentèrent de s'enfuir par une sortie arrière, mais la porte vola vers l'intérieur sous le bélier d'une équipe du SWAT. En quelques minutes, tout le monde fut plaqué contre le sol froid en ciment, les mains menottées dans le dos. L'avidité qui les avait conduits là s'était terminée par un coup sec de la réalité. La lumière des projecteurs de la police transforma l'entrepôt en une scène chirurgicale où aucune ombre ne pouvait plus rien cacher. Au milieu du chaos, la porte principale de l'entrepôt s'ouvrit doucement et les officiers formèrent un couloir.
Le son des talons résonna sur le ciment. Zir apparut, impeccable dans un manteau de couleur claire et son hijab parfaitement placé. Derrière elle s'avançait Booker, fier, avec un geste satisfait. Draymond et Kenyatta, au sol, levèrent les yeux et la virent comme si elle était la personnification même du destin venu régler ses comptes. Il ne restait aucune trace de l'épouse soumise qu'ils connaissaient. Devant eux se tenait une femme qui avait repris le contrôle de sa vie. Draymond essaya de ramper vers elle, pleurant, demandant pardon, disant que c'était une erreur, qu'il était confus, que Kenyatta l'avait manipulé, qu'au fond il l'aimait. Il s'agenouilla, essaya d'embrasser le bout de ses chaussures. Kenyatta, voyant cette scène, laissa échapper une insulte et se mit également à supplier, assurant qu'elle n'avait fait que suivre Draymond et qu'elle ne supporterait pas d'aller en prison. Zir recula d'un pas pour ne pas se laisser toucher. Elle les regarda avec un mélange de pitié et de répulsion. Elle demanda à Draymond s'il se souvenait de la nuit à l'aéroport où il la regardait depuis la fenêtre, attendant qu'un tueur à gages mette fin à ses jours. Elle lui dit que cette nuit-là, elle lui avait offert une possibilité de changement en ne le dénonçant pas immédiatement, qu'elle voulait voir s'il restait en lui une once d'humanité. Au lieu de cela, il lui avait offert du poison et de la violence. Elle sortit alors son téléphone et leur montra l'écran. Des dizaines de commentaires défilaient sous une diffusion en direct. Insultes, condamnations, rage. Elle raconta que ce qui se passait dans cet entrepôt ainsi que la tentative d'enlèvement prévue à son domicile avait été enregistré et diffusé à un cercle de personnes de confiance. Ses anciens partenaires, ses voisins et ses parents avaient vu le vrai visage de Draymond et Kenyatta. Non seulement ils allaient perdre leur liberté, mais aussi la réputation dont ils s'étaient inventés. Un chef de la police s'approcha de Zir et lui demanda la permission d'emmener les détenus. Elle hocha la tête. Les officiers soulevèrent Draymond et Kenyatta. Ils marchaient comme une poupée de chiffon. Elle continuait d'essayer de se libérer, promettant que tout n'était qu'un malentendu. Lorsque les voitures partirent et que l'entrepôt retrouva sa morosité, Zir prit une profonde inspiration pour la première fois depuis plusieurs jours. Elle regarda le coffre-fort, ouvert, rempli de papiers et de photos, et comprit que c'était une parfaite métaphore de son mariage. Un contenant qui de l'extérieur semblait solide et précieux, mais qui à l'intérieur était plein de déchets. Elle se tourna vers Booker, qui l'attendait près de la porte, et hocha la tête. Il était temps de rentrer à la maison. Cette fois, pour de vrai. Dans une maison qui, petit à petit, cesserait d'être contaminée par le poison que Draymond y avait déversé. 6 mois plus tard, la vie de Zir était différente. Les procès contre Draymond et Kenyatta se déroulèrent rapidement. Les enregistrements audio, les vidéos des caméras, les documents trouvés dans le coffre-fort et les mouvements bancaires peignaient un tableau si clair que leurs avocats trouvèrent impossible de construire une défense crédible. Le juge les condamna sévèrement pour tentative de meurtre, fraude, escroquerie et falsification de documents. Draymond fut envoyé dans une prison de haute sécurité. Là, il découvrit que ses créanciers avaient aussi des amis parmi les détenus. Ses journées se remplirent de menaces, d'extorsions et de coups. Ses costumes chers et son aura d'homme respectable avaient été laissés derrière. Il n'était plus qu'un type maigre aux yeux hagards, sans honneur ni avenir. Kenyatta, de son côté, fut détenu dans une prison pour femmes où la rumeur se répandit bientôt qu'elle avait participé à un plan pour assassiner sa meilleure amie. Le mépris des détenus fut immédiat. La femme coquette et hautaine que Zir avait connue devint une ombre qui lavait les vêtements des autres en échange d'un peu de protection. Chaque nuit, elle se repentait en larmes, mais la culpabilité ne changeait plus rien. La place qu'elle aurait pu occuper aux côtés d'une amie loyale, elle l'avait remplacée par une cellule et une vie marquée à jamais. Zir, quant à elle, consacra ses mois à se reconstruire. Elle rénova la maison, changea les meubles, les couleurs et l'agencement. Elle supprima toute trace des décisions de Draymond et remplit les pièces de lumière et de vie. La demeure cessa d'être une scène de mensonges pour devenir un foyer authentique. Elle s'occupa également de l'entreprise héritée de son père. Accompagnée d'avocats et de conseillers, elle détecta et expulsa ceux qui avaient collaboré avec Draymond dans des manœuvres douteuses. Elle mit en place de nouveaux contrôles, favorisa une culture de la transparence et découvrit qu'en réalité, elle avait un grand talent pour les affaires. Elle n'était pas seulement la fille du propriétaire. Elle était la directrice qui guidait l'entreprise vers une nouvelle étape de croissance. Sa silhouette devint connue dans les cercles d'affaires. Elle commença à être invitée à des conférences et des séminaires sur le leadership féminin. Elle racontait son histoire avec discrétion, sans nommer de nom,
en se concentrant sur la manière dont une femme peut surmonter la trahison et prendre les rênes de son destin. Le hijab qu'elle portait avec élégance n'était pas seulement un vêtement de foi, mais un symbole de la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Ses employés la regardaient avec un respect sincère, non par peur, mais parce qu'ils voyaient en elle quelqu'un qui était tombé au plus bas et qui s'était relevé sans renoncer à sa dignité. Un matin radieux, Zir arriva au même aéroport où sa vie avait failli prendre fin. Cette fois, cependant, elle y alla le cœur léger et avec une petite valise de voyage. Elle portait une tenue confortable et élégante dans des tons doux, avec des lunettes de soleil et un sourire calme. Booker l'accompagna jusqu'à la zone d'embarquement VIP. Il n'était plus seulement l'ancien homme de sécurité de son père. Il était son bras droit dans l'entreprise et, par-dessus tout, un membre de la famille que Zir avait choisi. S'arrêtant près de la colonne de béton où, des mois auparavant, on avait voulu la tuer, Zir regarda l'endroit de côté. Le souvenir ne faisait plus mal. Il lui rappelait seulement le chemin parcouru. Booker lui demanda, presque avec une fierté paternelle, si elle était prête pour le voyage. Zir hocha la tête. Elle tenait en main les billets pour la Omra, le petit pèlerinage à la Mecque, et une visite ultérieure en Turquie, le voyage qu'elle avait toujours rêvé de faire en couple et qu'elle allait maintenant savourer seule, depuis une liberté conquise. Elle remercia Booker pour tout ce qu'il avait fait pour elle, lui disant que pour elle, il n'était pas seulement un protecteur, mais un véritable ange gardien envoyé par la mémoire de son père. Il s'émut, les yeux humides. Elle se tourna alors vers la porte des départs internationaux, prit une profonde inspiration et s'avança. Les écrans de vol annonçaient que son avion partirait à l'heure. C'était un détail qui lui semblait presque symbolique. Sa vie suivait enfin le cours qu'elle avait elle-même choisi, et non celui qu'un autre avait tenté de lui imposer. Alors qu'elle faisait la queue à l'immigration, Zir s'autorisa à fermer les yeux quelques secondes, remerciant silencieusement d'avoir survécu à ces 5 minutes où un simple « ne sortez pas de la voiture » lui avait sauvé la vie. Draymond et Kenyatta étaient laissés derrière, comme un sombre chapitre d'un livre déjà terminé. Ce qui l'attendait de l'autre côté de la porte était un avenir plein de possibilités. Lorsque l'agent tamponna son passeport et qu'elle franchit le point de contrôle, elle sut que c'était la clôture définitive de cette histoire. La nuit où elle avait failli être une victime s'était transformée en point de départ de la femme qu'elle était maintenant. Zir se dirigea vers la porte d'embarquement, poussant sa valise d'un pas ferme, prête à écrire les prochains chapitres de sa vie de sa propre main. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.